Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats financiers du groupe Renault. Merci d'être ici. Merci aussi à ceux qui nous suivent en vidéo sur notre chaîne YouTube, sur le site internet groupe.renault.com et sur Twitter avec le hashtag Renault Results. J'attire tout d'abord votre attention sur l'avertissement qui s'affiche à l'écran concernant des informations personnelles de la présentation et en particulier sur les données prévisionnelles. Donc cette conférence de presse va se dérouler en 3 parties. Madame Delbos, directeur financier, présentera les résultats financiers 2018. Monsieur Bolloré, directeur général, présentera le bilan 2018 et les perspectives 2019. Et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Madame Delbos, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter ce matin les résultats du groupe Renault. Malgré un environnement plus difficile, particulièrement au cours du second semestre, le groupe a atteint tous ses objectifs et a maintenu sa marge opérationnelle à un haut niveau. Notre chiffre d'affaires, à 57,4 milliards d'euros, est en légère baisse de 2,3%, mais aurait été en hausse de 2,5% à taux de change constant. Notre marge opérationnelle représente 6,3% des revenus du groupe et aurait même été de 6,5% hors impact de la norme IFRS 15. Notre cash flow libre de l'automobile s'élève à 607 millions d'euros. Avant d'aller plus dans le détail de ces résultats financiers, je voudrais faire un résumé rapide des résultats commerciaux que nous vous avons présentés le 18 janvier. Les ventes du groupe ont augmenté de 3,2% à 3,9 millions, en incluant les ventes des marques Jinbei et Hwasong pour 166 000 unités. À périmètre 2017, les ventes ont baissé de 1,2% dans un marché mondial en baisse de 0,3%. Regardons plus précisément les évolutions par région. En Europe, la croissance de 0,5% du groupe a été légèrement meilleure que le marché, qui est resté stable en 2018 par rapport à 2017. En Eurasie, les ventes, y compris celles de la marque Lada, ont augmenté de 2% dans un marché en baisse de 2%. Cette progression provient de la bonne performance en Russie et en Roumanie, qui a permis de compenser en partie la baisse du marché turc. Dans la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, nos ventes ont baissé de 15,8%, essentiellement en raison de la fermeture du marché iranien et dans l'attente de nouveaux produits dans un marché indien très disputé. Les ventes de la région Amérique progressent de 12,1% malgré la forte détérioration du marché argentin au second semestre, grâce au succès de Kwid dans la région. Enfin, la région Asie-Pacifique a enregistré une hausse de ses ventes de 68,3% en incluant Jinbei et Hwasong. Si l'on exclut ces marques, nous avons enregistré un recul de 15,4% lié à la baisse des ventes en Chine et en Corée du Sud. Slide 6, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 57,4 milliards d'euros, soit moins 2,3% par rapport à 2017. Le chiffre d'affaires de la division automobile hors Avtovaz diminue de 4,4% par rapport à 2017 à 51,2 milliards d'euros. Soulignons que cette variation intègre l'impact négatif d'un changement de méthode comptable lié à la norme IFRS 15, qui a conduit à transférer 555 millions d'euros de chiffre d'affaires de la division auto à la division financement des ventes. Avant cet impact, la variation de la division automobile aurait été de moins 3,4%. Comme vous pouvez le voir ici, l'évolution du second semestre à moins 8,4 a été significativement inférieure à celle du premier semestre. Cela s'explique notamment par la baisse des ventes aux partenaires ainsi que par une situation économique et géopolitique particulièrement difficile dans certains marchés clés du groupe hors Europe. Nous avons réussi à compenser en partie ces effets par des hausses de prix. Le chiffre d'affaires d'Avtovaz, net des éliminations, s'élève à 3 milliards d'euros en hausse de 11,5%. Le chiffre d'affaires de notre captive financière RCI Bank augmente de 27,7% à 3,2 milliards d'euros. Cette augmentation reflète notamment le transfert des 555 millions d'euros de chiffre d'affaires déjà mentionnés. Hors cet effet, la croissance du chiffre d'affaires aurait été de 5,6%. Regardons maintenant l'analyse de la variation du chiffre d'affaires sur le slide numéro 7.
L'effet de change a eu l'impact le plus significatif et pèse en effet plus de 2,2 milliards d'euros. Le peso argentin est responsable de la moitié de cet effet. Le réal brésilien et la livre turque en expliquent un autre quart. Le deuxième impact négatif est la baisse de nos ventes aux partenaires pour 946 millions d'euros, principalement due au ralentissement de la demande de diesel en Europe, ainsi que la fermeture du marché iranien. L'effet volume est négatif de 250 millions d'euros et provient principalement de la chute de la demande en Argentine et en Turquie sur le second semestre, alors que nos ventes en Europe ont été en hausse de 0,5% sur l'année. Enfin, le mix modèle a un impact négatif de 140 millions d'euros en raison du succès de Kwid en Amérique, dont le prix de vente est inférieur au prix de vente moyen du groupe, d'une baisse des ventes de nos véhicules du segment C et D en Europe et d'une moindre proportion des ventes de diesel. Du côté des positifs, nous avons réalisé des hausses de prix dans certains pays émergents afin d'atténuer l'effet négatif des devises, mais aussi en Europe pour absorber les coûts réglementaires. Ceci nous a permis de bénéficier d'un effet prix positif de 742 millions d'euros. Pour finir, le plot autre s'élève à 439 millions d'euros. Hors l'effet négatif des 555 millions d'euros déjà mentionnés, la performance provient principalement des activités de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées. Slide 8. En 2018, le résultat opérationnel du groupe a atteint 3,6 milliards d'euros, soit une marge opérationnelle consolidée de 6,3%, à comparer à 6,6% en 2017. Hors impact IFRS 15, la marge opérationnelle aurait été de 6,5%. Le résultat opérationnel de l'automobile, hors Avtovaz, est en baisse de 19,8% à 2,2 milliards d'euros et représente 4,3% du chiffre d'affaires. La contribution d'Avtovaz au résultat opérationnel s'élève à 204 millions d'euros, dont plus d'un tiers est dû à des éléments positifs non récurrents. Mais même si l'on exclut ces éléments positifs, cette progression significative de la contribution d'Avtovaz marque une nouvelle étape de son redressement. 2018 a été une nouvelle année record pour RCI, grâce notamment à sa bonne performance commerciale et un contrôle strict de ses coûts. Ainsi, RCI Bank contribue pour 1,2 milliard d'euros au résultat du groupe, soit une hausse de 14,7%. Voyons cela plus en détail sur le slide suivant. Commençons par la gauche. La baisse de nos coûts a contribué à hauteur de 362 millions d'euros, dont 421 millions d'euros d'économies Monozukuri, grâce à la performance des achats ainsi qu'à un taux de capitalisation des dépenses de R&D plus fort qu'en 2018 qu'en 2017. Les prix des matières premières, essentiellement l'acier plat, certains métaux et dérivés pétroliers, ont aussi pesé négativement sur notre rentabilité pour 356 millions d'euros. Comme vu dans l'analyse du chiffre d'affaires, les hausses de prix dans les principaux pays émergents ont permis de compenser en partie la faiblesse des devises et celles réalisées en Europe de couvrir en partie les coûts réglementaires. Nous en retrouvons l'effet dans le mix prix enrichissement, qui a contribué positivement pour 261 millions d'euros, malgré l'impact négatif de la baisse de la demande de moteurs diesel. L'effet volume et partenaire a eu un impact négatif de 329 millions d'euros et reflète principalement des volumes en léger retrait et la baisse déjà mentionnée de nos ventes aux partenaires. RCI Bank et les autres activités ont contribué pour 243 millions d'euros grâce à la hausse de la rentabilité de RCI et à la bonne performance de l'activité de vente de pièces et accessoires et de véhicules d'occasion. L'impact des devises a été le principal effet négatif de l'évolution de la marge opérationnelle et a pesé pour moins 572 millions d'euros, principalement en raison de la chute du peso argentin. Enfin, la contribution d'Avtovaz augmente de 149 millions d'euros en 2018. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette contribution bénéficie d'effets positifs non récurrents, mais hors ces éléments, la marge opérationnelle d'Avtovaz aurait été de 4%, confirmant ainsi qu'Avtovaz est sur une voie solide de redressement. Au total, le résultat opérationnel consolidé du groupe s'élève à 3,6 milliards d'euros. Voyons maintenant les autres produits et charges. Ces éléments constituent une charge de 625 millions d'euros contre une charge de 48 millions d'euros il y a un an. Cette forte détérioration découle principalement de deux facteurs. D'une part, de la crise en Argentine, qui a conduit à des dépréciations d'actifs pour plus de 200 millions d'euros, et d'autre part, de provisions pour 300 millions d'euros liées notamment au programme de dispense d'activités de fin de carrière en France. Pour poursuivre l'analyse de notre PNL, regardons maintenant notre charge financière.
Nous voyons que la charge nette financière s'est légèrement améliorée en 2018 en lien avec la baisse du montant du coût des ventes. Passons au slide suivant qui indique la contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, pour 1,5 milliard d'euros contre 2,8 milliards en 2017. Il faut noter que la contribution de Nissan baisse de 1,3 milliard d'euros. En effet, la contribution 2017 incluait 1 milliard d'effets positifs non récurrents liés à la réforme fiscale américaine et à une plus-value sur la cession de leur participation dans l'équipementier Celsonic Kansai. En slide 13, nous voyons que la charge d'impôt pour 2018 s'élève à 723 millions d'euros, ce qui correspond à un taux d'impôt équivalent à 2017. En conséquence, le profit net après impôt s'établit à 3 milliards 450 millions d'euros. Maintenant que nous avons fini l'analyse du compte de résultat, tournons-nous vers l'évolution de la situation de trésorerie. Le cash flow atteint 4,4 milliards d'euros contre 4,3 milliards d'euros en 2017. Il traduit essentiellement la baisse du résultat opérationnel. La variation du besoin en fonds de roulement a eu un impact positif de 0,8 milliards et montre les efforts continus qui sont faits pour en optimiser sa gestion. Les investissements nets sont en hausse de 0,8 milliards d'euros par rapport à 2017 en raison de la forte progression des frais de R&D. Nous avons également préparé notre base industrielle pour les nouveaux produits à venir et augmenté nos capacités pour les nouvelles générations de moteurs. Après prise en compte du free cash flow d'Avtovaz de 115 millions d'euros, le free cash flow opérationnel de l'automobile atteint donc 607 millions d'euros. Vous avez ensuite l'effet net des dividendes payés et reçus pour moins de 180 millions d'euros. Les investissements financiers et autres ont représenté un décaissement de près de 290 millions d'euros, principalement utilisés pour plusieurs acquisitions, notamment en Chine, et le financement du fonds Alliance Venture Capital. La recapitalisation d'Avtovaz a généré un effet positif de 454 millions d'euros. En résumé, la position nette de liquidité de l'automobile, incluant Avtovaz, augmente de 0,5 milliard d'euros à 3,7 milliards d'euros. Cette revue de notre free cash flow achève ma présentation et je passe maintenant la parole à notre directeur général Thierry Bolloré pour une présentation de nos principales réalisations en 2018 et des perspectives du groupe Renault en 2019. Merci Clotilde et à tous je vous dis un grand bonjour et surtout la bienvenue pour la présentation de nos résultats 2018. Si je vous présente maintenant les principales réalisations du groupe Renault avant de passer à nos perspectives pour 2019, j'ai envie de vous dire que le cap est clair, c'est-à-dire de tenir les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. En 2018, nous avons été confrontés, comme vous l'avez vu, à de nombreuses difficultés. Alors certaines étaient attendues, bien d'autres ne l'étaient pas. Et face à ces vents contraires, Renault a fait preuve d'une grande résilience, comme vient de vous le présenter notre directrice financière, et les résultats commerciaux et financiers attestent de cette capacité d'adaptation croissante du groupe Renault. Un fait le résume, nous avons été profitables aussi dans toutes les régions. Nous avons enregistré des ventes records, quasiment maintenu notre marge opérationnelle avec un free cash flow positif. Cette performance, nous l'avons réalisée malgré un environnement peu favorable, particulièrement au second semestre de l'année 2018. Nous avons fait face à l'effondrement inattendu de certains marchés, comme la Turquie et l'Argentine, ainsi qu'évidemment à l'arrêt de nos activités en Iran. Nous avons été impactés par l'augmentation du prix des matières premières, des taux de change très défavorables. Ces derniers ont pénalisé, vous l'avez vu, notre chiffre d'affaires à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Et à l'instar de l'ensemble du marché, nous nous sommes ajustés au mieux au WLTP. Nous avions anticipé une évolution du mix énergétique qui s'est accélérée au cours de l'exercice. Et avec un léger décalage, nous avons pu adapter la perte de vitesse du diesel par une forte demande des moteurs essence. Pour vous donner une idée chiffrée et objective de l'impact des externalités négatives sur nos résultats, nous avons calculé quelle aurait été notre performance en 2018 sans ces conditions adverses. Au total, sur cette année, les facteurs externes nous ont coûté environ 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 point de marge opérationnelle. Nous avons néanmoins augmenté nos ventes, nos parts de marché et quasiment maintenu notre rentabilité.
Cette performance nous permet de proposer de maintenir notre dividende à 3,55 € par action, sous réserve bien sûr de l'approbation de la prochaine Assemblée générale. Maintenant, passons aux succès qui ont alimenté notre croissance et notre résilience en 2018. Notre force, elle vient d'abord de nos produits. En Europe, nous avons maintenu notre leadership sur le segment B grâce au succès non démenti de Clio, Captur et Sandero. Clio, vous le savez, reste le deuxième véhicule le plus vendu du marché, Captur, le premier crossover de sa catégorie. La marque Dacia enregistre un nouveau record de vente en Europe avec plus d'un demi-million de voitures vendues et une part de marché record de 2,9%. Ce succès est lié notamment aux performances du nouveau Duster, lancé en fin d'année 2017. Notre croissance s'est également confirmée au-delà de l'Europe. En Amérique du Sud, nous avons adapté avec succès Kwid aux besoins du marché et plus d'un an après son lancement, Kwid est numéro 1 du segment au Brésil et en Argentine. Cette performance nous a permis de gagner 1 point de part de marché dans ces différents pays. Au Brésil, donc, nous avons atteint 8,7% de part de marché et en Argentine, 14,8%. En Russie, 2 ans après le lancement de son plan de redressement, Avtovaz confirme son leadership. Grâce au succès du renouvellement de sa gamme, Avtovaz a enregistré une hausse record de ses ventes de 15,6% et atteint 20% de part de marché. L'Ada Vesta est devenu le véhicule le plus vendu en Russie. Avtovaz a atteint une marge opérationnelle de 6,7%, qui, il est vrai, a bénéficié d'éléments non récurrents positifs, mais qui néanmoins confirme son redressement. Sur le segment maintenant du véhicule électrique, Renault affirme son leadership européen avec une part de marché de 22,2%. Les ventes EV de la marque Renault dans le monde sont en augmentation de 37% sur l'année. Zoé a vu ses volumes croître de 27% et Kangoo Z2 de 106%. Si bien que l'EV représente maintenant plus de 3% du chiffre d'affaires du groupe. La rentabilité de l'électrique s'améliore nettement en 2018, grâce bien sûr aux effets d'échelle de la croissance des volumes et à nos efforts de réduction de coûts. Donc l'EV, si vous voulez, s'installe comme un nouveau levier de croissance des prochaines années, et si bien qu'en 2018, comme vous le savez, nous avons réalisé d'importants investissements pour étendre nos capacités de production en France et développer la 3e génération des modèles électriques. Grâce à la diversité et à la diversification de nos sources de profit et à notre mix géographique, Renault a démontré sa résilience en 2018. Notre stricte discipline de coûts a aussi largement contribué à cette performance. Nous avons récolté les fruits de nos efforts continus pour améliorer la compétitivité. En 2018, à titre d'exemple, nous avons réalisé plus de 250 millions d'euros de gains de productivité en atteignant 77 véhicules produits par employé dans nos usines. Comparé à 2017, c'est une hausse de 7% de notre productivité. 5 de nos usines véhicules ont déjà atteint ou dépassé notre objectif 2022 de 100 véhicules par employé. Enfin, en 2018, les synergies de l'Alliance se sont élevées à 2,4 milliards d'euros pour Renault. Venons-en maintenant aux perspectives pour l'année à venir. 2019 sera certes une année de croissance modérée pour le groupe, mais une année de croissance en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. Nous allons piloter fort d'une gouvernance nouvelle et renforcée avec l'arrivée de Jean-Dominique Senard, président du Conseil. Il faut garder à l'esprit que la comparaison entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2018 est difficile. Nous avons bénéficié de fortes ventes au premier semestre 2018, alors que 2019 devrait commencer dans un contexte dégradé avant de s'améliorer. Nous anticipons 3 risques majeurs pour 2019. Le premier, c'est l'incertitude autour de la demande européenne. Le risque de fléchissement de la croissance économique et le Brexit pourraient impacter les ventes en 2019. Deuxièmement, la mise en œuvre de la réglementation environnementale. Nous sommes préparés au cadre réglementaire tel qu'annoncé. Nous avons une feuille de route claire et un plan d'action solide. Néanmoins, la complexité de ces nouvelles réglementations comporte plusieurs incertitudes quant à leur mise en œuvre, sans mentionner l'absence de visibilité sur la fiscalité qui sera adoptée par chaque pays et la politique environnementale des villes. Enfin, le dernier risque majeur est la hausse des coûts, particulièrement sur certaines matières premières comme le palladium. Enfin, dans les pays avec une forte inflation, nous anticipons une pression sur le coût du travail.
Alors maintenant, du côté des opportunités. Nous bénéficions d'un plan produit fort pour 2019. Les lancements vont s'accélérer, surtout au deuxième semestre. Nouvelle Clio, Arcana devraient contribuer largement à notre croissance. En Inde, nous préparons le lancement d'un nouveau véhicule pour soutenir notre développement. L'électrique sera aussi un réservoir de croissance, notamment en Chine, avec le lancement de notre tout nouveau véhicule électrique Kezi cette année. Nous poursuivons notre offensive dans le pays en investissant dans GM EV, qui est le 5e constructeur de véhicules électriques chinois. Une autre opportunité est notre politique de prix. Le groupe continuera autant que possible à refléter dans ses prix les surcoûts liés à la réglementation et à l'enrichissement de nos produits. Cela devrait être facilité par un environnement tarifaire convergent, tous les principaux acteurs européens se trouvant en fait dans la même situation. Pour améliorer notre flexibilité et notre politique de prix, nous avons mis en place une nouvelle organisation commerciale en fin 2018, en séparant les fonctions marketing et commerciales. Enfin, nous renforçons notre compétitivité coût. Et au-delà de la contribution de l'Alliance, qui continue à alimenter notre performance, nous venons de lancer notre tout nouveau programme FAST, un outil précieux d'accélération et d'approfondissement de la transformation du groupe Renault. Nous en attendons 3 gains significatifs de performance et d'efficacité. Premièrement, nous réduisons nos cycles de développement à 3 ans au maximum pour rester toujours plus près des attentes de nos clients et optimiser naturellement nos ressources R&D. Deuxième gain, c'est d'améliorer notre réactivité, notre efficacité en accélérant la transformation digitale de l'entreprise et surtout les modes de fonctionnement vers plus d'agilité. Troisième gain, c'est de réduire nos coûts fixes et on se fixe à cet égard 5% par an sur 3 ans. Pour 2019, nous prévoyons un marché mondial stable comparé à 2018. Le marché européen devrait aussi rester stable à condition que nous n'ayons pas de hard Brexit. Le marché russe devrait croître d'au moins 3% et le brésilien de 10%. Dans ce contexte, le groupe Renault se fixe comme objectif d'accroître le chiffre d'affaires du groupe à taux de change et de périmètre constant, d'assurer une marge opérationnelle autour de 6% et de générer un free cash flow opérationnel de l'automobile positif. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, dans ces conditions, nous confirmons les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. Et d'ici à la fin du plan, donc, nous dépasserons les 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle d'au moins 7%. Nous y parviendrons en maintenant notre discipline financière. Nous nous donnons comme objectif de générer un free cash flow positif chaque année et qui sera alimenté par nos réductions de coûts fixées à 4,2 milliards d'euros d'ici à la fin du plan. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc je vous demanderai de vous présenter, ainsi que votre média, et de poser une question à la fois, s'il vous plaît, pour pouvoir passer le maximum de personnes. On va commencer ici. Alain Gabriel, le micro arrive. Alain Gabriel, Verdevoix, Challenge. J'avais 2 questions. Bon, on va donc en passer qu'une. Vous avez dit que toutes les régions étaient rentables. Est-ce que tous les modèles dans le monde sont rentables? Pas encore. Pas encore. Il y a encore des modèles qui ne le sont pas. Mais tous les modèles sont en progression aussi, et c'est ça qui est extrêmement important. Ania. Bonjour, Ania Nussbaum de Bloomberg News. Vous avez dit aux analystes que rendre l'alliance irréversible faisait toujours partie de vos objectifs. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans cet objectif et notamment seriez-vous prêt à abaisser la participation dans Nissan? Je crois que l'alliance, c'est un de nos biens les plus précieux. Ça dure depuis 20 ans. Vous savez toutes les étapes qu'on a franchies pour la rendre extrêmement opérationnelle et donc délivrer toutes les synergies que vous connaissez. Donc pour nous, c'est plus d'alliance, c'est mieux d'alliance. C'est une alliance qui soit le plus fluide possible, le plus rapide possible dans les prises de décision qui nous intéresse. Et c'est ça notre objectif pour avoir bien sûr le maximum de synergie, mais aussi la vitesse d'exécution, de prise de décision qui sied à un marché automobile qui est en pleine mutation. Et là, le paysage évolue, et en conséquence de quoi, forcément, on s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on peut adapter notre alliance pour répondre à ces nouveaux défis qui sont ceux de l'automobile dans le monde aujourd'hui. David. Bonjour, une question en anglais si je peux.
Une question en anglais. Concernant l'Alliance, justement, est-ce que vous vouliez que les 2/3 des voitures soient réalisées sur 4 plateformes d'ici à 2022? Et est-ce qu'il y aura des voitures Renault construites sur des plateformes Nissan et vice-versa? En français. Donc, ce que je peux certainement vous dire, c'est que tous les programmes que nous avons aujourd'hui, à quelques exceptions près chez Renault, je vais vous prendre l'exemple d'Alpine, en fait, on utilise des plateformes de l'Alliance. Voilà. Donc là, il y aura forcément quelques plateformes qui seront utilisées par les entreprises pour des produits spécifiques. J'ai cité Alpine en ce qui nous concerne, mais l'essentiel de ce qui est en train de se préparer, en fait, se fait sur des plateformes communes. Léo? Oui. Léo Klems, Süddeutsche Zeitung. Monsieur Bolloré, vous n'avez pas mentionné du tout votre ancien PDG, Monsieur Ghosn. J'ai noté que vous l'aviez pas remercié non plus aujourd'hui à cette occasion. Je voudrais simplement savoir, est-ce qu'il, vous avez travaillé longtemps avec lui, est-ce qu'il vous manque d'une façon ou d'une autre ou à l'entreprise aujourd'hui? Vous savez, je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à notre ancien PDG, ce sont nos résultats, d'une part, et c'est notre détermination à exécuter le plan moyen terme Drive the Future et de faire en sorte, troisième élément, que l'Alliance effectivement soit irréversible et soit un outil de progrès pour l'ensemble des entreprises. C'est ça que nous faisons avec toute l'équipe de direction. Juste là. Non. Ouais. Angèle Calvo de l'agence CFE. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pourquoi cette dépréciation concernant l'Argentine et quelles sont vos prévisions justement pour cette année dans ces pays-là? Dépréciation, vous voulez dire ce qui s'est passé au niveau des taux de change en particulier? Je veux dire, vous connaissez la situation de l'Argentine sur le plan macroéconomique, donc forcément, ça a les impacts qu'on sait à la fois en termes de dépréciation et aussi en termes d'inflation, de façon considérable. Donc la perception qu'on a aujourd'hui du marché argentin, donc qui s'est assez effondré, on peut le dire, sur l'année 2018, c'est que malheureusement en 2019, on ne voit pas tellement les éléments qui vont nous permettre de croire que ça va considérablement s'améliorer. Donc ce sont les hypothèses qu'on a retenues dans notre construction 2019, en espérant que ça réponde à votre question. Juste ici. Antoine Larigauderie, BFM Business. Je voulais savoir si vous aviez quelques premières indications, premières tendances concernant l'évolution de la demande en diesel pour cette année et l'adaptation de la gamme de Renault qui pourrait s'en suivre. Alors, ce qui est certain, c'est que, vous savez, depuis des années, on a anticipé cette évolution du diesel qui baisse et avec une chute considérable à partir de 2015-2016 pour les raisons que nous connaissons tous. Et la demande libre que nous enregistrons de la part de nos clients, et c'est celle-là qui nous intéresse, montre que cette baisse continue. Bon, ça, c'est une réalité. Donc nous, depuis des années, on a anticipé aussi l'adaptation de nos lignes de production qui étaient déjà assez flexibles pour les rendre encore plus flexibles, si bien qu'aujourd'hui, on est capable de pratiquement satisfaire la demande libre en moteur essence plutôt qu'en moteur diesel de la part de nos clients. Et donc on profite du renouvellement de notre gamme de moteurs, comme vous le savez, qui est aujourd'hui extrêmement compétitive, notamment en moteur essence. Et c'est vrai qu'on a réduit le nombre de modèles de moteurs diesel à un relatif strict minimum. On se prépare maintenant pour, y compris les futures normes Euro 7 avec des moteurs diesel qui seront en très faible quantité pour répondre aux stricts besoins du marché, par exemple pour ce qui a trait à l'utilitaire. À côté. Franck Boisise, Libération. Monsieur Bolloré, vous avez évoqué... Je suis là, monsieur Bolloré. Ah voilà, merci, excusez-moi. Je vous en prie. Vous avez évoqué au début de votre intervention une nouvelle gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être aussi bien sur les personnes que sur les méthodes? La nouvelle gouvernance, c'est très simple. C'est qu'on a maintenant une gouvernance dissociée chez Renault, avec un président de conseil d'administration et un directeur général. Donc ça, c'est une adaptation. Et donc, de ce point de vue-là, la répartition des rôles est extrêmement claire, quoi. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie opérationnelle, business de l'ensemble de l'entreprise, et évidemment avec les éléments de l'Alliance qui y sont associés. Et Jean-Dominique Sénard s'occupe du pilotage du board avec les missions spéciales qu'il a reçues. Si ça répond à votre question. D'autres changements? Non, pas d'autres changements. Pour l'instant, nous sommes en état de marche, comme vous le voyez dans cette salle, et donc toute l'équipe avance. Juste au premier rang, Togo. Togo Shirai Shinike.
Vous pouvez parler sur la visite de M. Dominique Sénard au Japon, l'objectif de la visite, et est-ce que c'est préférable qu'il soit le président de Nissan? Alors, ce qui est très important dans cette nouvelle gouvernance, pour continuer sur la question précédente, c'est qu'on fasse parfaitement équipe, Jean-Dominique Sénard et moi. Ça, c'est essentiel. Et la raison de sa visite, c'est la suite de l'onboarding que nous avons conçu avec Jean-Dominique pour le plus vite possible lui faire découvrir l'entreprise Renault d'abord, mais aussi l'Alliance. Donc moi, je l'ai emmené directement il y a 2 semaines à Amsterdam pour qu'il puisse rencontrer le maximum de personnes, à la fois de Renault, de Nissan, de l'Alliance, pour qu'il puisse suivre nos réunions pour se rendre compte de la réalité de ce qu'on y fait, de ce qu'on discute, de ce qu'on décide. Et en fait, son voyage au Japon, c'est la continuité de cette démarche d'onboarding, si je puis dire, de monter à bord, à savoir connaître l'ensemble de nos partenaires, de discuter avec eux, de rencontrer les principaux cadres dirigeants et ces dirigeants, naturellement, et faire connaissance. Ça commence comme ça pour qu'on puisse ensuite avoir toutes les discussions fructueuses qu'on en attend. Voilà, c'est ça le but. Là, il est certain, si vous voulez, et vous avez vu, donc, nous, on a un certain nombre de positions au bord de Nissan, donc il est naturel qu'on puisse les occuper. Et c'est cette démarche qui est en cours à l'heure actuelle. Et on verra bien ensuite quel est le président qui est nommé par le board de Nissan. Julien, juste là. Bonjour Monsieur Bolloré, Julien Marion de l'AGFI Dow Jones. Vous venez de dire que l'Alliance peut être adaptée pour répondre aux défis automobiles. Oui. Il faut comprendre une adaptation capitalistique, industrielle, tout type d'adaptation? Il faut ouvrir le champ. La clé, c'est quand même les opérations, si vous voulez. Ce qu'ils font, c'est que les opérations s'adaptent en permanence à l'évolution du paysage de l'automobile mondiale. Et c'est à celle-là que je pensais en premier. Ensuite, le reste des constructions, c'est simplement pour être au service de cette opération et de l'amélioration de nos opérations. Et là, il y a plusieurs hypothèses, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler maintenant. Juste monsieur. Bonjour, Jun Nagata, journaliste de l'agence Kyodo, la presse japonaise. Je voudrais, comme vous êtes maintenant le président de la société d'Alliance Renault Nissan NBB, donc je voudrais savoir l'état de lieu de l'enquête interne que vous menez avec Nissan. On a déjà connu l'histoire de la fête de 15e anniversaire de l'Alliance avec les articles des médias. Est-ce qu'il n'y a rien à signaler aux autorités judiciaires? On a lancé un certain nombre d'enquêtes de conformité dans le groupe Renault. L'ensemble de ces enquêtes sont en cours, sont la plupart du temps d'ailleurs maintenant quasiment achevées. Et donc on fait l'objet, pour Renault en tout cas, d'un signalement que vous connaissez concernant Versailles. Point. Ensuite, il y a effectivement l'enquête de conformité, l'audit qui est en cours côté RNBV, qui est conjointe avec Nissan. On va laisser les gens travailler. Ça va prendre quelques semaines, même peut-être quelques courts mois, pour qu'on ait l'ensemble du résultat de cette enquête. Et à ce moment-là, on pourra savoir exactement s'il y a eu ou pas irrégularité au sein de la société RNBV. Julien ? Bonjour, Julien Dupont-Calbo, Les Échos. Vous avez évoqué les objectifs financiers du plan stratégique. Est-ce que vous allez adapter un petit peu la manière d'y parvenir, ou est-ce que vous voulez vraiment vous inscrire dans la continuité ? Alors, le plan stratégique, c'est nous ici qui l'avons construit avec nos collègues de l'Alliance, parce qu'il y a une part de ce plan stratégique qui est nourrie par des activités naturellement tout à fait communes avec l'Alliance. Donc, on n'a pas de raison de changer de plan stratégique et on s'adapte à l'environnement. Mais aujourd'hui, les éléments, comme je vous l'ai dit, que l'on observe, nous ne mettent pas dans une situation de remettre en cause ce plan. Donc c'est ça qui nous guide fondamentalement d'année en année jusqu'en 2022. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, naturellement, on s'adapte aux circonstances. Vous voyez, quand le marché iranien s'arrête, forcément, ça nous crée une difficulté. Et il s'agit à ce moment-là de compenser par d'autres initiatives, d'autres opportunités, ce type d'évolution auquel on ne s'attendait pas. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire quand on a construit ce plan. Je rajouterai une chose, c'est quand on a bâti le plan, on avait des réserves au niveau des volumes. C'est-à-dire que les réserves de volume que nous avions dans la construction du plan font qu'on peut aussi absorber quelques événements de cette nature sans pour autant que ça remette en cause la trajectoire qui est la nôtre. Monsieur ? Merci, c'est gentil. Christian Bömer, agence allemande de presse.
toujours sur Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. Et il y avait 2 communiqués les derniers jours concernant Monsieur Ghosn. Je ne veux pas répéter ça, mais est-ce que vous êtes en mesure de faire un dessin un peu plus large, c'est-à-dire quel lien votre groupe veut conserver avec Monsieur Ghosn? Il a toujours des mandats au sein de votre groupe. Est-ce qu'il y a d'autres paiements prévus ou possibles au-delà de cette indemnité mentionnée hier dans le communiqué? Et M. Ghosn aura bientôt 65 ans. Est-ce qu'il va recevoir une retraite? Merci beaucoup. Tous les éléments que vous citez là sont déjà des éléments qui sont de la responsabilité du Conseil. Soyons clairs, première chose. Deuxième chose, je ne vais pas répéter ce qui a été communiqué pas plus tard qu'hier. Donc vous avez vu les décisions que le Conseil a prises en fonction d'un certain nombre d'observations des règles du jeu et des règles juridiques. Deuxième élément. Troisième élément, le Conseil s'est aussi donné un peu de temps pour finaliser l'ensemble des réponses aux éléments que vous mentionnez et statuera en fait dans le cadre de sa prochaine réunion qui a lieu en mars de cette année. Donc ça va venir assez vite et à ce moment-là, on aura une visibilité, j'ose dire, à peu près complète de ce que le Conseil décide concernant les éléments que vous venez de mentionner sur M. Ghosn. Monsieur, juste là. Bonjour, Samuel Pétrequin pour l'agence Associated Press. Pour en revenir à l'Alliance, qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle Nissan devrait avoir plus de poids dans la relation, étant donné qu'il fait plus de profit que Renault? Oui, c'est une question, je l'ai vu souvent dans la presse, et vu de l'intérieur, c'est un peu étonnant, cette réflexion de savoir quel est le poids relatif des uns et des autres. Puisque le concept même de l'Alliance, c'est précisément de faire en sorte que, dans le respect des identités de chacun et dans le respect des entreprises, et pour le bénéfice systématique de chacune des entreprises, on puisse fonctionner d'une façon tout à fait équitable entre les partenaires. Précisément, indépendamment des poids relatifs économiques ou financiers. Et je pense que moi, l'expérience que j'ai de l'Alliance, c'est qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est qu'on soit le plus possible les uns et les autres en très bonne santé, parce que ça va mieux quand on l'est que quand on ne l'est pas, parce qu'un partenaire qui a un problème effectivement financier ou économique, indépendamment de sa taille, c'est moins favorable. Et deuxième élément, ce qui est important, c'est notre coopération, c'est notre désir de coopération, notre désir de en permanence mettre en commun ce qui mérite de l'être, et donc de bénéficier aussi de la force d'initiative des uns et des autres. Quand Mitsubishi est arrivé dans le giron de l'Alliance, on a découvert chez eux des choses extrêmement intéressantes. Et je regarde ironique, pourquoi? Parce que c'était en plus dans le domaine des achats, vous voyez, où leur petite taille aurait pu laisser penser que finalement c'est eux qui allaient le plus bénéficier, et ça a été le cas aussi, ça a été le cas, de la force de frappe du reste de l'Alliance. Mais on a trouvé des pratiques chez eux qui ont été hyper intéressantes pour Nissan comme pour Renault, vous voyez. Quand on prend des initiatives, par exemple dans le domaine du digital, peu importe celui qui commence en premier. À la limite, c'est très intéressant d'en avoir un qui prend un peu le début du chemin, qui montre ce qui marche pas, si bien qu'après, on copie d'autant plus facilement et rapidement pour le reste de l'Alliance. Voyez. Donc c'est plus cette force d'initiative dans un vrai désir de coopération qui, pour moi, est la clé du progrès de l'Alliance. Ce qu'on fait sur FAST, vous voyez, qui est un programme de transformation en vue de faire fonctionner tout ce qui est approprié dans l'entreprise en mode agile, pour être très clair. Et donc de placer une délégation de responsabilité et de pouvoir le plus près possible du terrain, parce que quand les gens décident sur le terrain sans avoir monté en permanence en haut et en bas, ça va beaucoup plus vite. Bon, ben, on le démarre, on le fait de manière très systématique, très organisée, très disciplinée. On sait que ça marche puisqu'on a déjà des exemples dans l'entreprise qui font qu'on est très confiant, parce que c'est une chose qui existe à certains endroits chez Renault. Bon, je vais vous dire franchement, on va le faire avec nos amis de l'Alliance. Et vous savez, les Japonais voient tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce n'est pas forcément très conceptuel, mais quand ça marche, ils sont d'ailleurs généralement beaucoup plus rapides que nous à copier et ensuite à étendre. C'est ça le cœur du fonctionnement. Vous voyez. Donc c'est pour ça que le raisonnement en termes de poids relatif, très franchement, n'est pas celui, en tout cas, que nous expérimentons. Oui, Florence. Florence, juste là. Et après, on passera devant.
Oui, je vais poser 3 questions parce que comme ça, ce sera fait. Sur ce que vous venez de dire, l'alliance, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y aura moins de rigidité? Enfin, le sens que moi j'avais compris récemment, c'était vers plus de rigidité, plus de mise en commun, presque un peu forcée. Est-ce que ce que vous venez de dire, c'est qu'on va revenir à une version plus souple de l'alliance et plus agile, pour reprendre un de vos termes? Ensuite, vous n'avez pas donné sur le WLTP l'impact dans vos coûts. Donc peut-être, si c'est pas dans la marge opérationnelle, dans le coût d'enrichissement par véhicule, au moins en Europe. Et puis ensuite, si vous confirmez vos objectifs, ça veut dire que c'est toujours 5 millions de véhicules le but. Bah, si je commence par la fin, la réponse est oui. C'est toujours 5 millions de véhicules. Ensuite, en ce qui concerne WLTP, bien sûr, il y a eu un impact au niveau de nos coûts et bien sûr, ça a représenté une dépense importante au niveau de la R&D, qui sont l'ensemble des réglementations d'ailleurs d'une manière générale et pas seulement le WLTP de la fin d'année dernière. Bon, les coûts d'augmentation des véhicules, vous les connaissez, hein, ça dépend des technologies, mais grosso modo, ça se compte quand même en centaines d'euros, il faut le savoir. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'amélioration qu'on a pu faire en parallèle et grâce au renouvellement de notre portefeuille de moteurs et de powertrain en général, de l'expérience client. Pas seulement de la performance dont Philippe Brunet pourrait nous parler directement, parce que c'est lui qui était au cœur de cette affaire, mais de l'expérience client associée, de la performance, de la compétitivité de nos produits, qui permettent de passer l'essentiel du coût en termes de prix, parce que ça a de la valeur. Et c'est ça qui est en fait la dynamique la plus intéressante. Et enfin, la première question, c'était sur l'alliance. L'agilité de l'alliance. L'agilité de l'alliance. Alors, j'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais c'est vrai que les modes de fonctionnement qui sont au cœur du programme FAST quant à la transformation du groupe Renault, c'est évidemment quelque chose qui concerne y compris l'alliance. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on veut réduire quasiment, un peu de 40% au moins, hein, et passer à moins de 3 ans pour les temps de développement de nos nouveaux produits, les équipes qui travaillent sur ce challenge, c'est des équipes Alliance. Bien sûr, ce sont des équipes Renault sur des projets Renault, mais ce sont sur des plateformes Alliance et avec des équipes qui sont pleinement Alliance. Donc quand on fait ça, on le fait, même si on prend l'initiative effectivement côté Renault, en fait, on le fait directement avec les équipes de l'Alliance. Voyez. Donc c'est cette démarche-là, cette dynamique-là qui est tellement importante. Anne. Bonjour, Anne Feitz des Échos. Je voulais savoir où vous en étiez de la rentabilité des véhicules électriques. Est-ce qu'elle est encore loin de la rentabilité moyenne du groupe? De combien? Est-ce que ça va peser sur vos marges au fur et à mesure du développement commercial? Ce que je peux vous dire, c'est que la profitabilité des véhicules électriques qui augmente très rapidement, parce que les volumes augmentent rapidement, parce qu'on a des programmes de réduction de coûts sur ces véhicules qui sont extrêmement performants, et de nature à ce qu'on n'ait plus aucune espèce de gêne à pousser les volumes parce qu'il y a une demande, et à répondre à cette demande en se disant, tiens, ça va affecter la moyenne des résultats de l'entreprise. Donc on n'a plus cette crainte-là. Je ne suis pas en train de dire que la moyenne de l'électrique est à la moyenne du groupe, mais on a certains véhicules qui y sont. Ce qui est quand même aussi un signe extrêmement intéressant de notre capacité à générer de la valeur, non seulement pour les clients, mais pour les comptes de l'entreprise aussi avec l'électrique. Lesquels les plus vendus? La Zoé était effectivement la plus vendue. Je n'ai pas dit que c'était la plus rentable. Juste Hakim là, et après on prendra comme ça. Bonjour, Hakim Kasmi de la Radio France Culture. Oui, pardon. Alors, 2 questions. Pardon, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Est-ce que la baisse des ventes en Chine vous inquiète, où Nissan est très présent, comme aux États-Unis ou en Amérique du Nord, où les ventes ont été impactées, notamment chez Nissan? Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec la hausse du prix des véhicules, pour faire face aux matières premières qui augmentent et à la dépréciation des monnaies, que cela puisse faire fuir des clients? Vous parlez en Chine? En Chine et en général. Ouais. Bon, si on parle de la Chine dans un premier temps, nous sommes tellement petits en Chine, si vous voulez, que quand le marché évolue de façon défavorable, comme en fin d'année dernière ou même en début de cette année, je dirais quelque part, bien sûr, ça nous affecte, mais on a des ambitions de gain de part de marché qui partent de tellement bas que quelque part, c'est pas le même problème que quand vous avez des très très fortes positions qui sont affectées par des marchés qui sont dans de telles turbulences. Premier élément. Deuxième élément, en Chine, on a une stratégie, comme vous l'avez constaté, qui est pas univoque. On a une stratégie claire avec les véhicules à la marque Renault, qui sont fondamentalement ceux de la DRAC, et pour lequel on a un plan produit, parce qu'on a aujourd'hui que 2 véhicules, donc on a un vrai plan produit qui est adapté au marché chinois et à la façon de surprendre ce marché. Ça, c'est le premier élément.
En ce qui concerne donc la partie véhicules utilitaires, donc on a une nouvelle joint venture, comme vous le savez, avec Briance. C'est une entreprise qui avait certaines difficultés, qu'on est en train de remettre entièrement sur pied, mais qui a aussi beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'elle nous intéresse dans le domaine du véhicule utilitaire. Et là, on remet d'aplomb certains véhicules, on en crée de nouveaux avec eux, à la marque Jinbei. Et de surcroît, on est en train de préparer l'arrivée de notre grand savoir-faire à la marque Renault, utilitaire, sur Shenyang avec Briance. Troisième élément, dans le cadre de notre offensive électrique, on a effectivement une coentreprise avec Nissan et avec Dongfeng qui nous permet de préparer un véhicule électrique ultra moderne et accessible, très accessible. Donc ça, c'est l'équation qui n'existe pas encore véritablement en Chine. Et là, ça démarre, comme vous l'avez compris, cette année. C'est-à-dire qu'on va mettre les véhicules en vente en 2019. Et quatrième initiative, toujours dans le domaine électrique, parce qu'on veut couvrir le territoire dans un marché extrêmement rapide en termes d'évolution. Et là, effectivement, on est en train de finaliser l'acquisition d'une entreprise qui est quand même le 5e joueur chinois dans le domaine des véhicules électriques. Voilà. Donc on a une stratégie qui est plurielle, mais qui est quand même très largement fondée sur l'électrique, les marques Renault, l'utilitaire. Il y avait une deuxième question sur l'impact des matières premières et des devises sur le prix des véhicules. Bon, on le subit, c'est valable effectivement dans le monde entier. Le vrai sujet, d'une façon générale, c'est quelle est votre capacité à faire passer ces augmentations de coûts à l'intérieur de vos prix. J'ose dire que c'est quelque chose d'assez courant et on arrive de mieux en mieux à le faire. Voilà. Donc, ce qui est important, on le subit, si vous voulez, les augmentations de coûts matières, mais ce qui est important, c'est notre capacité à valoriser et à opérer une conjonction qui permette de valoriser, y compris ces augmentations de coûts matières, à l'intérieur du prix du véhicule. Et de ce point de vue-là, on a une démarche au niveau du pricing power qui est de plus en plus intéressante et qui nous permet de bien valoriser nos produits et nos marques. Ania ? Je rebondis juste sur la question de ma consoeur, parce que vous nous avez décrit en fait une alliance dans laquelle certains projets pourraient être commencés de manière indépendante par un des partenaires, ensuite copiés, ce qui est un peu le modèle qui existe aujourd'hui. Donc est-ce que le futur, c'est le... Je parlais de projets de compétitivité, si je puis me permettre. Je ne parlais pas de projets véhicules ou choses comme ça, vous voyez, ou de plateformes, c'est autre chose. D'accord, donc ça ne préjuge pas du futur de l'alliance. C'est toute la partie business en tant que telle, c'est-à-dire la mise en commun des plateformes, des modules, des architectures électroniques, etc. Enfin, tout ce qui est au cœur d'un véhicule, sans pour autant, tout en vous permettant d'avoir la différenciation qui sied aux différentes marques. Ça, au contraire, on suit en permanence les niveaux de communalité, les pourcentages d'utilisation des plateformes communes, etc. Ça fait partie du cœur de la façon de générer des synergies, vous voyez. Mais je parlais plus des projets qui sont des projets, y compris de fonctionnement des entreprises, ou de fonctionnement même de l'Alliance, et pour lesquels les prises d'initiative qui permettent finalement d'améliorer l'ensemble de l'Alliance, et pas simplement une ou l'autre entreprise, ce sont des choses que l'on fait couramment. Et maintenant, ma question, vous le savez, la SEC, le gendarme boursier américain, regarde les rémunérations des dirigeants de Nissan. Est-ce qu'elle s'est intéressée à Renault? Et est-ce que le gendarme français s'est intéressé à Renault ou à RNBV? Voilà, est-ce que RNBV... SEC, c'est une affaire strictement Nissan. Donc Renault n'est pas en contact avec la SEC, l'AMF, ni le régulateur. Non, mais l'AMF, on est en contact avec l'AMF quotidiennement. Et forcément, on n'a pas attendu même qu'ils viennent nous voir pour leur apporter les éléments, par exemple, qui concernent les vérifications de conformité dont j'ai parlé, pour que tout le monde se sente parfaitement à l'aise, en particulier quand on approche de la certification de nos comptes. Vous voyez, mais ça, c'est une relation permanente qu'on a avec l'AMF. L'AMF n'a pas ouvert d'enquête particulière sur la rémunération des dirigeants de Renault? Absolument pas. C'est nous qui avons pris l'initiative pour nous assurer qu'on était parfaitement conforme, ce qui est le cas. Juste derrière, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, Antoine Landreau de l'AGFI Quotidien. Nissan expliquait en fin d'année dernière qu'il n'y avait pas de représentant Renault à son conseil d'administration, hormis Carlos Ghosn. Aujourd'hui, on prévoit qu'a priori Jean-Dominique Sénard serait choisi pour siéger au conseil d'administration de Nissan. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien Renault a de représentants au conseil d'administration de Nissan, sachant que Renault a plus de 40% du capital de Nissan? Merci. Oui, ce sont des choses connues. En fait, on a eu 3 représentants au conseil de Nissan, qui sont des représentants Renault. Et donc,
forcément, c'est une de ces places-là que M. Sénard pourrait occuper si d'aventure il en était décidé ainsi à la fois par le Conseil et par l'Assemblée générale de Nissan. Gilles ? Gilles Guillaume de l'agence Reuters. Je voulais revenir sur le sujet de l'électrique. Emmanuel Macron hier a annoncé un projet européen de filière des batteries. Est-ce que le groupe Renault entend jouer un rôle dans ce qu'on appelle cet Airbus des batteries pour une filière européenne, et est-ce qu'il entend y contribuer financièrement ? Et sur l'électrique toujours, l'émergence de cette nouvelle filière pose la question des approvisionnements de différents composants, notamment dont certains viennent de zones de guerre en Afrique. Est-ce que vous pensez que la filière peut devenir équitable sur ces approvisionnements-là, et est-ce que le groupe Renault a un rôle à y jouer ? Merci. Alors, première question. Nous, on a toujours été très très clair vis-à-vis de l'ensemble de nos autorités sur le fait qu'on ne pouvait que soutenir un projet qui permette d'avoir un approvisionnement européen ou français, européen et français, en termes de fabricants de batteries. On a l'habitude de faire des partenariats avec les fabricants de batteries. Enfin, pour rien vous cacher, on a même commencé par ça. Je me souviens en Corée, on a fait un partenariat stratégique sur l'innovation et on a des partenariats avec eux sur le plan de la fourniture de nos batteries, comme on le fait avec d'autres concurrents naturellement, puisqu'on n'a pas qu'un seul approvisionnement, vous vous en doutez bien. Donc ça, les partenariats avec les fabricants de batteries, on a l'habitude, donc on est tout à fait prêt à entrer dans un partenariat avec un fabricant européen de surcroît. Premier élément. Deuxième élément, en ce qui concerne donc nos approvisionnements pour les batteries actuelles, on est extrêmement attentif à s'assurer que nos fournisseurs, parce qu'en fait c'est les fournisseurs, parfois les fournisseurs de nos fournisseurs, soient dans des conditions qui respectent nos règles du jeu, nos règles CSR d'une manière générale ou RSE, et qui soient de nature telle qu'on ne soit pas inquiété. Enfin, il y a un monitoring, une surveillance, j'ose dire presque, de la part des achats pour l'ensemble de notre portefeuille de fournisseurs, bien au-delà de ceux des batteries, dans ce domaine-là, pour être certain qu'on ne découvre pas des choses qui ne nous plaisent pas du tout. Enfin, et ça je pense que c'est presque le plus important si vous voulez, c'est que les technologies batteries sont en très rapide évolution. Et tout le monde est à la recherche de ce qui pourrait être la future génération de batteries. On appelle ça les batteries solides par exemple. Et on sait que ces batteries-là sont de nature à éliminer les problèmes d'approvisionnement en matériaux extrêmement rares et qui de surcroît seraient produits dans des endroits où les risques qu'ils ne soient pas conformes à notre éthique sont grands. Voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on met un grand coup d'accélérateur. On a pris des participations, notamment dans des start-up, qui justement sont typiquement sur cette approche technologique et qui permettent de savoir qu'effectivement, je ne vais pas dire à long terme, ni à court terme, mais à un court moyen terme, on sera en situation de bénéficier de ce type de technologie. Clément ? Bonjour, Clément Lacombe du Nouvel Obs. Parmi toutes les enquêtes et audits, il y a la mission Ballan-Bavrez sur les rémunérations des membres du comité exécutif. Il y a eu un point intermédiaire qui a été fait sur les années 2017-2018. Je voulais savoir s'il y a eu communication sur les exercices précédents. C'est très juste. Il y a eu plusieurs communications qui ont été faites au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux. On a commencé par les années les plus récentes. Dans le cas de notre ancien PDG, on est même remonté jusqu'aux années de mémoire 2011. Et en ce qui concerne le CEG, on a dû remonter jusqu'à 2015 de mémoire. Et donc, toutes les comptes rendus successifs ont été faits naturellement au Conseil pour que les choses soient totalement claires. Monsieur au premier rang. Et nous sommes conformes. Hello, Mr. Boré. My name is Teranishi. Bon. Tiranishi, je viens d'un journal japonais. Vous avez dit qu'au Japon, la nouvelle concernant la relation entre Nissan et Renault, enfin, vous savez que cette relation fait l'objet de couverture médiatique intense. Quels sont vos échanges avec M. Saikawa concernant l'avenir de l'Alliance? Est-ce que vous excluez la possibilité d'une fusion à l'avenir entre Nissan et Renault? Est-ce que c'est encore dans les cartes? Qu'est-ce qu'il en est? M. Saikawa sont fondamentalement des discussions d'abord opérationnelles, qui sont des discussions business, il faut le savoir. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important, surtout de voir avec l'ensemble des équipes comment est-ce qu'on fait pour améliorer le fonctionnement de l'Alliance, pour la rendre plus fluide, plus rapide, plus efficiente. Je n'y reviens pas, vous avez compris exactement ce qui nous intéresse parce que le paysage change et que forcément on doit adapter les corps vivants que sont les entreprises comme les alliances à ce changement de paysage
pour garder la bonne dynamique par rapport à la compétition. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est des discussions que j'ai avec M. Saikawa, avec M. Masuko, pour dire, bon, voilà les difficultés que peuvent rencontrer nos équipiers. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose de faire? Ça, c'est le genre de discussion que nous avons. Pour ce qui est des discussions plus, je dirais, plus de structures auxquelles vous faites référence, il est trop tôt pour y répondre. Encore une fois, les structures, ça doit être au service des opérations. Et c'est bien dans cet esprit-là que des possibles discussions, effectivement, vont prendre corps. On va prendre juste les dernières questions. Monsieur ici, madame et monsieur. J'ai une question sur le Brexit, en fait. Donc, votre perspective sur le marché mondial est stable hors Brexit. Alors, quelle serait votre prévision si c'est hard Brexit? Et comment préparez-vous pour cette éventualité? Merci. Comme vous le savez, on a une exposition au marché britannique qui est, on va dire, modérée dans le cadre d'un Brexit. Modérée, ça veut dire qu'on n'a pas d'usine sur place en tant que Renault, et donc que les véhicules que nous y vendons sont des véhicules qui sont importés sur le territoire britannique. En plus, on connaît nos volumes. Ce sont des volumes très honorables, mais ce n'est pas les plus gros volumes que nous ayons dans le cadre de l'ensemble de nos ventes. Donc, dans le cas d'un hard Brexit, l'impact ne serait pas véritablement un impact direct, mais beaucoup plus un impact indirect. C'est-à-dire qu'un hard Brexit, d'après toutes les simulations que les uns et les autres peuvent partager, ça aura un impact directement sur l'économie générale, bien sûr, de la Grande-Bretagne, mais aussi, sans doute, partiellement de l'Europe. Alors, on cite souvent les pays proches de l'Angleterre qui ont des échanges commerciaux sans doute encore plus intenses. Mais la réalité, c'est qu'on anticipe à ce moment-là une vraie évolution du PIB, de la croissance et donc des marchés automobiles associés. Et c'est plus donc indirectement qu'on serait touché dans des proportions que nous simulons nous aussi. On n'est pas idiots, on fait des simulations, on se prépare à si d'aventure il y avait un hard Brexit, comment est-ce qu'on réagirait? Ça, toutes les équipes sont évidemment naturellement prêtes à cela, en espérant que ce ne soit pas ce qui se déroule naturellement. Madame, juste là. Bonjour Monsieur Bolloré, Salia Braclia de Quotidien. Une dernière question sur Carlos Ghosn. Il a compté dans cette maison. Est-ce que vous avez pris des nouvelles de Carlos Ghosn? On connaît ses conditions de détention. Est-ce qu'il vous manque? Et est-ce que vous le remerciez pour tout ce qu'il a fait pour cette maison et ses résultats de 2018? Je veux dire, tous autant que nous sommes dans l'Alliance, toutes les personnes que vous voyez ici, sont toutes des personnes qui ont travaillé pendant, pour certaines, 20 ans avec M. Ghosn. Donc 20 ans d'aventure, de croissance, d'une telle originalité, d'une telle singularité dans le monde automobile, c'est quelque chose qui nous marque tous. Et le sujet n'est même plus celui-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on est des gens très, très pragmatiques. On constate les événements, ça a été la stupeur dans l'entreprise, vous l'imaginez bien. Ça a été même une forme d'inquiétude parce que la question était de savoir mais comment va-t-on continuer? Mais notre responsabilité à tous, à toutes les personnes qui sont ici, quels que soient leurs sentiments, leurs émotions, puisque c'est à ça que vous faites référence, leur mission, c'est de continuer, c'est de poursuivre l'œuvre au bénéfice de l'ensemble des clients, du personnel, naturellement des parties prenantes de l'entreprise et de l'Alliance. Donc, si vous voulez, notre focalisation n'est pas émotionnelle. Notre focalisation, elle est centrée sur la continuité de l'œuvre et la pérennité de cette œuvre et son progrès surtout. C'est ça qui est important. Et est-ce que vous avez pris de ces nouvelles? Ah oui, bien sûr, naturellement, régulièrement. Alors, une dernière question ici et on prendra. Et après, ce sera terminé. Franck Boisy de Libération, puisque c'est une des dernières, elle sera un peu moins corporate et un peu plus personnelle, si vous voulez bien. Je voudrais savoir justement comment vous, personnellement, Thierry Bolloré, vous avez vécu tout ce qui s'est passé depuis la mi-novembre 2018 et les enseignements que vous en tirez. C'est un choc énorme pour toute l'entreprise, pour toute l'Alliance. C'est un choc encore plus intense, manifestement, pour nos amis de chez Nissan. La réalité, si vous voulez, c'est que on doit prendre en compte cette réalité au sens plein et entière. Et moi, je pense que ce qui est de plus en plus important, si vous voulez, dans toutes nos entreprises, c'est leur résilience. C'est leur capacité, quand vous
parce que vous savez, cet événement est arrivé, il aurait pu arriver à tout autre événement, il pourrait nous arriver à un événement gravissime à chacun d'entre nous, vous voyez, en sortant de cette pièce ou de cet immeuble. Vous voyez, à la fin du fin, ce qui est important, c'est la continuité, c'est la résilience des organisations, c'est la capacité des organisations à en permanence susciter des talents, des équipes qui fassent que, en toutes circonstances, l'œuvre continue, comme je le disais tout à l'heure, progresse, parce que c'est ça qui compte à la fin. C'est ça notre rôle vis-à-vis de la cité. Et nous, on est tous des passeurs, des témoins. On est tous là comme des gens qui vont préparer nos successions. Et d'ailleurs, c'est l'apanage des meilleurs managers. Et c'est ce que je demande à chacune des personnes qui sont là. C'est en permanence d'avoir l'obsession de savoir c'est quoi les plans de succession. C'est quoi? Parce qu'on est là pour un temps. Et ensuite, on passe les témoins. Donc je pense que la grande leçon de ce genre d'événement, encore une fois sans émotion, c'est déjà comment est-ce qu'on renforce notre résilience, comment est-ce qu'on renforce les talents, l'émergence des talents et la capacité aux entreprises de survivre à nous tous pour le bien du besoin vis-à-vis de la société que nous remplissons. Madame. Bonjour monsieur, je m'appelle Rina Ishii, la presse japonaise de Fuji Télévision. Selon plusieurs informations, le gouvernement français a envisagé le projet d'une fusion Nissan-Renault. Et je sais très bien que monsieur le maire, Bruno Le Maire a démenti le fait, mais quels sont vos avis franchement? Est-ce que c'est favorable pour vous? Je pense qu'il est trop tôt. Oui. Il est trop tôt pour parler de ça. C'est pas le moment encore. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas aller sur ce terrain de l'évolution possible de structure de notre alliance. Ce qui est très important déjà, parce que c'est un nouveau contexte, comprenez-vous bien. Ce contexte est nouveau par les hommes nouveaux qui arrivent. Alors nous, on n'est pas vraiment nouveaux. Jean-Dominique Sénard est nouveau. Donc il faut qu'ils connaissent le Renault, qu'ils connaissent Nissan, qu'ils connaissent Mitsubishi, qu'ils connaissent l'Alliance, parce qu'il a un rôle particulier à jouer. C'est ce qu'on lui demande, et c'est très bien qu'on lui demande de jouer ce rôle de travail sur les évolutions possibles de notre Alliance. Mais votre question est un peu prématurée. Ça viendra en son temps, la réponse. Merci à tous. C'est la fin de cette question-réponse. C'est la fin de cette conférence de presse. Le service de presse est à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Merci encore et bonne journée.